Aujourd'hui, c'est même pas un jour de gym, ça a été un jour de sieste. Gros coup de fatigue, on prend un gros week-end, on va voir comment ça va. Et pourtant, ou peut-être à cause de, je lis beaucoup en ce moment, beaucoup de romances. On va parler de deux romances en particulier. Alors quand je dis que je lis beaucoup de romances, en fait ça reste toujours relatif. J'ai quand même du mal à lire plus de deux ou trois livres par semaine et je suis plutôt à un ou deux. Au niveau roman, après, je lis pas mal de théories en même temps. Et puis, bon. Et en ce moment, je lis pas mal de nouvelles d'ailleurs. Tiens, là, j'avais pas fait j'aurais pu faire plusieurs autres hauls ces temps-ci. En ce moment, je lis beaucoup Lisa Tuttle, dont je parlais quand j'ai mentionné Mélanie Fazi. Mais je dois avouer que je lis des recueils de nouvelles piratées. Celui-là, je me le garde pour les vacances de Noël. Parce qu'un peu d'horreur à Noël, c'est pas si mal. Et je tiens à signaler que j'ai réussi à épuiser le stock des mémoires d'une Saint-Simonienne en Russie, c'est le tome 2 de Suzanne Volquin. Et là, en fait, il ne restait qu'un seul exemplaire aux éditions des femmes. Je suis allée directement à la librairie. Et même l'exemplaire n'était pas en étagère, il a fallu que la dame aille me le chercher. D'ailleurs, tiens, mais voilà, là j'ai des bouts de haul possibles sur ça. Puisque donc le Merson ne m'aime maintenant dédicacé avec le livre que m'a offert Mireille Cardo, c'était génial, merci à elle. J'avais aussi pris donc le Rose saignée de Xavier Gauthier aussi aux éditions des femmes, ainsi qu'Oiseaux de passage. Et Emma Santos, la Loméchuse ou Lomécus, je ne sais pas comment on va le prononcer. Donc j'ai vraiment profité d'être aux éditions des femmes pour prendre des éditions des femmes. C'est une librairie où je vais pas souvent parce que je suis pas très psychépo, comme Mireille Cardo elle-même donc. Et comme beaucoup d'autres, on m'a fait des cadeaux ces derniers temps. Merci les filles. Tac, tac. Et traduire en féministe qui est par là-bas de Noémie Grunwald. Je m'étais pris Nelly Arcan, on s'en souvient, je ne l'ai pas encore lu. Et Notre sang d'Andrea Dworkin est enfin sorti. Je ne l'ai pas lu. Ça, c'est un peu l'objectif de la semaine prochaine. Je vais voir de quoi je parle la semaine prochaine. Et on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Parce que là, je dois avouer que la majorité de ma journée s'est passée dans la migraine et dans la sieste. C'est ce qu'on appelle une fin de trimestre sur les rotules. Voilà, j'arrive sur les moignons. Je voudrais parler de deux livres aujourd'hui qui sont Le cœur synthétique de Chloé Delhomme et Entend la nuit de Catherine Dufour. Le rapprochement ne va pas de soi, c'est moi qui le fais parce que j'ai décidé de le faire. C'est ma ligne, mais en fait je vais aussi l'expliquer. Je voulais pas parler du cœur synthétique et en fait c'est le fait de vouloir en parler qui me fait parler de Catherine Dufour que je viens de finir, que j'ai beaucoup aimé, je vous explique tout ça. Le cœur synthétique, c'est le dernier de l'homme, je crois. Après, mes bien chères sœurs 2019, mais les poétesses, là, je sais plus de quand ça date. Je l'ai lu il y a quelques mois, donc 2020. Il a eu le prix Médicis. Je l'avais acheté dans ma librairie presque de quartier, puisque j'ai pas de librairie de quartier. Je prends quand même le métro. J'habite en banlieue, hein. Moi je suis pas une parisienne. J'ai jamais habité en centre-ville. Un tout petit peu quand j'étais en prépa et que j'étais au lycée Camille Julien à Bordeaux. Euh, Là, j'avais une piole. J'ai vécu dans 9 mètres carrés. C'était pas non plus l'hypercentre. C'est un truc que je connais pas. Moi, bon, voilà, je suis une grosse plouc, quoi. J'ai une espèce de fantasme de la vie en hypercentre, ou au moins en centre, mais je la connais pas, cette vie. Voilà, c'est comme ça. Arrangeons-nous pour avoir des loyers moins chers et je la connaîtrai. Donc, voilà, il était en caisse. J'avais eu envie de le lire à la sortie, mais j'avais été un peu retenue. Je savais pas trop quoi en penser. Enfin, ni à quoi m'attendre, puis comme c'était une période où je lisais peu. Et là, je me suis retrouvée avec celui-ci, et donc j'ai en poche à 6,80. C'est cher quand même, hein, vu l'épaisseur. Je l'ai lu en une soirée, petite soirée. Je l'ai bien aimé, je l'ai lu facilement. Et là, j'y pense parce que Rosy Book sur Instagram était un peu critique, et les commentaires, soit disaient, finalement, je vais pas le lire. Je vous mettrai l'insta de Rosy Book, ça, j'aime bien m'entretenir de temps en temps avec elle. Merci. Et en fait, je suis pas aussi critique, je vais expliquer ça. Chloé Delhomme, ce n'est pas quelqu'un dont j'ai lu les autofictions. C'est quelque chose qui va venir, j'ai très envie de lire Le Cri du Sablier. D'autres choses me parlent moins. Mais j'avais fait, je crois, oui, c'était une de mes premières vidéos en compagnie. J'avais parlé un peu des sorcières de la République.
Je n'ai jamais parlé de Mes bien chères sœurs et je pense que c'est dommage parce que c'est quand même un livre qui est important. Je le ferai peut-être en croisant avec King Kong Theory, mais King Kong Theory, ça c'est une vidéo qu'on me demande, mais il faut que je relise le livre parce que clairement quand je l'ai lu, j'étais avancée en féminisme et donc j'ai pas eu de grandes claques dans la gueule, mais il y a des choses importantes dans King Kong, enfin ça reprend et puis c'est un livre qui est de toute façon important, ne serait-ce que par sa réception. Donc je reviendrai sur King Kong Theory et je pense que Mes bien chères sœurs, ça pourrait être pas mal de le croiser avec King Kong à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment bien aimé Mes bien chères sœurs. Et là, le truc sur la sororité, là je l'avais commencé, donc ça a été dirigé par Delhomme. Delhomme est quelqu'un qui m'est sympathique, qui m'est vraiment sympathique. Je suis très contente j'attrape son parcours un peu tard, puisque je la lis vraiment depuis Les sorcières de la République, parce que ça parlait de sorcellerie et qu'il y avait des choses dans le synopsis qui me plaisaient beaucoup. J'avais vu sa présentation à Violette & Co, j'étais très heureuse de la rencontrer, surtout pour ce moment où j'étais, avant la présentation en librairie, debout à côté d'elle en train de fumer ma cigarette, et je ne lui ai pas parlé pour ne pas l'embêter, parce que je comprends, voilà, c'est quand même un peu particulier comme moment, je pense, pour une autrice d'être juste avant la présentation, donc j'ai voulu la laisser tranquille. Mais moi j'étais contente. Et, et là, voilà, qui va vers la fiction. Je trouve qu'on est vraiment sévère avec Delhomme. Alors, je l'adore en podcast, je l'adore en émission de radio. J'en parlais avec ma copine Marion qui viendra parler bientôt, j'espère. D'ailleurs, hop, un des livres, on le voit pas, qui est au-dessus. Il est en attente de lecture parce que ça sera vraiment bien d'en parler avec Marion, qui est, voilà, pour parler musique et sexisme. Sex Revolts. Oh là. Et là, c'est un peu. Je le touche. Non, je l'attrape pas, je vais tout casser. Et là, je me suis déjà à moitié démis l'épaule, alors que je suis tout juste en train de calmer ma névralgie. Et là, ça coince. Aïe. On va prendre rendez-vous chez l'ostéo. Et donc, voilà, Chloé Delhomme est vraiment quelqu'un qui a ma sympathie. Les sorcières de la République. Alors, vraiment, j'ai aimé les sorcières de la République. Et il y avait un défaut que je retrouve dans le cœur synthétique. Et qui n'est pas exactement ce que disait Rosie Books. Alors Rosie Books, elle n'aimait pas trop le côté cliché. Et là, je crois qu'il faut... Alors, je sais pas quel âge a Rosie Books, mais... j'ai 34 ans, la beauté de la vie. Chloé Delhomme est de la génération d'avant. Et ça change énormément de choses, et je le vois moi-même, pour donc tout ce qui est de ces questions, on va dire, qui ont trait au féminisme. Je vois par rapport à des femmes jeunes et des femmes plus jeunes, parce que je ne suis plus une jeune femme, que il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes pour des femmes qui vont avoir 5 ou 10 ans de moins que moi, en gros. Et donc ça fait, je pense que je comprends un peu mieux ce qui se passe pour Chloé Delhomme par rapport au féminisme, parce que Delhomme a été et particulièrement sensible aux questions dont s'en parle le féminisme, c'est-à-dire en fait au problème du sexisme et de la violence sexiste et sexuelle, autrement dit de la violence masculine quand même ultra majoritairement, et en même temps n'avait pas forcément les mêmes recours ou les mêmes outils pour le penser. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important chez Delhomme, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent moins nous parler, si tant est qu'il y a un nous, mais qui, en même temps, l'ont contrainte à tracer une voie qui lui est propre. Et ça, c'est vraiment précieux, parce que c'est vraiment difficile. Et en plus, donc, son passage de l'autofiction à la fiction est quand même assez remarquable. Voilà, alors... Et ça, alors moi, voilà, n'ayant pas lu les autofictions, je me rends moins compte de ce que cela signifie. C'est Pierre Elie, avec qui on avait parlé des sorcières de la République, qui m'en avait vraiment dit que c'était quand même important. Et il a raison. Le truc, c'est que les sorcières de la République entrent pour moi dans ce genre de cas où on est dans des projets qui sont proches de ce que j'essaie de faire et qui en même temps ne sont pas la même chose. Et donc j'étais à la fois contente et agacée de la distance. Donc voilà, quand on est... c'est plus facile de lire quelqu'un qui fait quelque chose de tout à fait différent. Donc, et voilà, donc Le cœur synthétique, ça raconte l'histoire d'Adélaïde, qui est assistante d'édition, et qui quitte son partenaire,
et se retrouve seule à 46 ans sur le marché de la séduction. Bon, l'expression de marché de la séduction, elle est évidemment discutable. Je vous renvoie à Eva Illouz, que moi-même je n'arrive pas à lire parce que c'est un des problèmes de la sociologie, et je pense qu'on en reparlera avec Bokenschil. La sociologie, elle va soit donner l'impression de dire des évidences, soit d'être complètement contre-intuitive, et ça est potentiellement douloureux. Bon, voilà, en gros. Eva Illouz, que je connais donc surtout par les Strömquist, les BD. Suédoise, je crois. Et donc, ça nous raconte comment Adélaïde essaie de trouver un gonze, comment elle n'y arrive pas, comment elle essaie, comment elle est ignorée. Et ce que je voyais apparaître chez Rosy Book, il n'y a aucune critique, moi, c'est vraiment un truc que j'ai compris, et qui m'a pas gênée, mais ça a quelque chose d'un peu cliché. Alors, moi, j'ai pas trouvé ça si cliché que ça, parce qu'en fait, je vais essayer d'expliquer, et je suis très contente d'avoir vu ça chez Rosy Books, parce que ça m'a amené à y réfléchir, et donc je voulais pas parler du cœur synthétique, parce que j'avais l'impression que j'allais en dire du mal. Mais depuis, en lisant Dufour, j'ai encore un nouveau regard sur le cœur synthétique, parce qu'en fait, ce qui va rapprocher ces deux romans, c'est la romance. Et la romance, on a tendance, comme donc, la romance, la comédie romantique de l'écrit, à en faire quelque chose. En fait, c'est un peu la seule littérature de genre, ou le seul genre de littérature. Enfin, c'est bien quand on parle de littérature de genre, on parle de ce qui va passer dans le mauvais genre sur France Culture, quoi. Les littératures mineures, dévalorisées, populaires, spécialisées. Et en fait, c'est vraiment une littérature de genre au carré, la romance, le romanesque, parce que, en fait, c'est pas du bon genre, c'est du genre, mais pas du bon. C'est pour les meufs, c'est pour les nanas, globalement. Pas toujours, mais en fait, le monde est ainsi fait que les nanas se préparent à aimer quand les hommes se préparent à gagner leur vie, quoi. Je caricature, mais enfin, on va revenir sur Illouz, Strömquist, etc. Les femmes sont bien plus encouragées à développer leurs capacités émotionnelles et amoureuses, à un point qui parfois me sidère, mais quand je m'auto-observe. Quand je m'auto-observe voulant jouer l'amoureuse et ayant été une grande amoureuse. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi j'ai passé une grande partie de ma vie à pleurer. Donc, le cœur synthétique, c'est ce bouquin sur une femme qui essaie d'aimer et qui essaie d'être aimée. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important, et je pense en fait que je comprends l'agacement, mais peut-être qu'on peut changer de regard sur ce qui est donc une romance. J'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos à plusieurs reprises Bye Bye Blondie de Despentes, qui est... J'ai pas parlé plus que ça non plus, hein, que j'avais lu super vite, pas le dernier été, l'été d'avant, parce que Bye Bye Blondie, c'est grosso modo une romance par une punk, quoi. Bon. Eh ben, c'est beaucoup plus intéressant que Bye Bye Blondie, le cœur synthétique. Alors, ce cœur synthétique, d'ailleurs, il n'est pas tellement expliqué, et ça m'étonne un peu. Ça a été un grand succès de librairie, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, je pense qu'il y a une question générationnelle, Pierre-Élie sera content, puisque ça, c'est un de ses grands leitmotifs. Mais il y a autre chose qui se passe. C'est une romance qui n'en est pas une. En fait, la romance, elle va souvent se fonder sur un schéma amoureux, mais un schéma qui est hérité du schéma du prince charmant. C'est Twilight, c'est 50 Shades of Grey dans des versions contemporaines, c'est La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, et ce que vous voulez en conte de fées, pour des versions beaucoup plus anciennes. C'est la petite bergère qui va épouser le roi. Ou elle va épouser un berger, mais le berger va devenir roi. Voilà. C'est autrement, dans des cas un peu plus rares, la petite bergère qui va rester bergère, mais quand même ça se passe bien. La romance, elle se fonde quand même souvent sur une asymétrie sociale, parfois aussi, et assez souvent d'âge, ou alors c'est pas dit mais ça va de soi. C'est celle qui va être capable de voir le prince derrière la bête, et celle qui est capable d'embrasser les crapauds. Donc en fait les épreuves de la jeune première, de la jeune fille, dans le schéma traditionnel, ça va pas être comme pour le jeune homme, de partir de chez soi, aller... vivre des aventures et tuer le dragon, revenir et épouser la princesse, puisque elle sera la princesse ou la jeune malheureuse, etc. Elle commence souvent donc de façon malheureuse, ça permet l'élément perturbateur, ça lance un peu l'histoire. Parfois elle part, mais elle reste aussi souvent à domicile, et dans les épreuves que doit subir la princesse, il y a souvent de l'abnégation. Elle va pas tuer des monstres, elle va en fait réussir à tuer quelque chose en elle-même, ou être capable d'endurer, de serrer les dents, les méchantes sœurs de Cendrillon, les sept nains, le ménage, la belle-mère dans le Blanche-Neige traditionnel,
Ce genre de choses, quoi. Et éventuellement de résister. Alors ça, c'est vraiment le cas très compliqué de Podane, qui échappe à son père. Pas, on dirait que c'est trompé de personne, quoi. Et c'est quand même, bon, ben, en faisant un gâteau, etc. Et donc, dans le cas de Podane, en plus, bon, voilà, la princesse a été forcée de devenir pire que bergère, mais elle va revenir en princesse. Et en plus que princesse, grâce à sa marraine la fée, quoi. La romance contemporaine, elle va souvent sonder comme ça sur des schémas asymétriques. Et là où Chloé Delhomme est vraiment très forte, c'est que ce schéma asymétrique, en fait, c'est l'asymétrie des genres. Et ça va pas permettre, donc va y avoir des moments de dépit, de la tristesse, de la solitude. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est capable de raconter, de mettre en scène, en récit, quelque chose qui est en fait bien moins dit qu'on ne le croit, à savoir la solitude d'une quadragénaire. Et d'une quadragénaire, en plus, ça c'est quand même sympa, hein, qui s'ennuyait avec son Jules et qui l'a quitté, mais qui par contre ne s'attendait pas à perdre en niveau de vie, et c'est quand même une dimension importante, hein, la dimension matérielle et économique, et qui ne s'attendait pas à être ainsi confrontée à la solitude. Et en fait, le cœur synthétique montre vraiment comment, pour Adélaïde, la question est peut-être plus que d'aimer, d'être aimé. Et en fait, on va bien avoir un dépassement qui est celui de ce besoin d'être aimé, de besoin de réconfort, et qui va passer par des figures de sororité, d'amitié. Tout ça, en fait, et c'est là en vrai où on est sur une romance. Là maintenant, je vais complètement divulgacher l'affaire du cœur synthétique. Alors, toute la narration, elle a quelque chose qui peut être un peu cliché, les personnages sont un peu des types, et ça a quelque chose, cette typification, qui est en fait super marquée quand on est habitué au féminisme contemporain, mais je pense, voilà, je vois que une des citations qu'il y a derrière, c'est Femmes Actuelles, je pense que les journalistes de Femmes Actuelles sont moins habitués au type féministe, mais bon, il y a des personnages en couleur, une femme sorcière, enfin des éléments assez typifiés, assez caricaturaux. Je pense pas qu'il faille le voir comme un manque de créativité de la part de Chloé Delhomme, mais comme un jeu avec de nouveaux types et de nouveaux archétypes, et comme une façon de les refaçonner. Toute la narration de Chloé Delhomme, en fait, et c'est pour moi ça, en fait, son plus grand défaut, c'est qu'elle, et en même temps ça a du charme, va passer par beaucoup d'humour, et notamment, alors il y a quand même une forme d'autobiographie dans le cœur synthétique, avec une mise à distance assez amusée, et bon, bah, les blagues, les punchlines, etc., elles peuvent vraiment aider à accompagner le récit, là où pour moi, c'est quand même une chose qui peut être moins réussie, c'est qu'il me semble que Chloé Delhomme, comme d'autres, a du mal, ça c'est vraiment un reproche que je vais faire à la chaîne YouTube On se laisse la nuit par exemple, que j'aime beaucoup, que j'avais arrêté de regarder, que là je revois, c'est à d'être moins présent dans les dernières vidéos, mais il faut que je rattrape. Mais on n'est pas obligé de faire une blague toutes les 10 secondes en fait. Et voilà, c'est un humour d'un type un peu particulier, donc il faut vraiment que je lise le livre que Guillaume Singal m'a envoyé, et que j'ai vraiment envie de lire et qui est rangé un peu par là, sur le humour et racisme, parce que c'est un type d'humour qui vise à s'excuser d'être là, en fait. C'est comme cette espèce d'autodérision qui... Bah, puisque les mecs vont se foutre de notre gueule, eh ben on y va aussi, comme ça on montre qu'on est marrante, et on peut être aussi marrante qu'un homme, parce qu'on va autant se foutre de sa propre gueule que le fond. C'est à peu près ça, cet humour-là. Et puis ben, on m'en voudra moins si je suis rigolote. Et ça rejoint ce que je disais chez Book and Chill sur la Manic Pixie Dream Girl, si je le dis dans le bon sens. Mais cette fille rigolote incarnée par Zoé Deschanel au cinéma, qui est là un peu pour aider. Et là où c'est fort, c'est que dans le cœur synthétique, j'ai toujours envie de dire le cri synthétique à cause du cri du sablier, Delhomme fait donc une romance, mais qui va s'achever, c'est maintenant que je divulgage,
Non pas sur ça y est, elle a trouvé le bon mec ou ça y est, ça se passe bien, ce qu'a fait Virginie Despentes dans Bye Bye Blondie, hein. Paix ton féminisme, mais sur une espèce de possibilité de fin alternative, et ça j'ai vraiment trouvé ça très bien, ça s'appelle Les Guerrières, en référence à Monique Wittig qui devient vraiment une référence très importante actuellement, mais par une succession de fins alternatives possibles dans lesquelles elle finit ou non en couple, entourée de ses amis, éventuellement dans le modèle des Baba Yaga, donc cette maison de retraite de femmes fondée et autogérée par des femmes âgées. Ça, c'était une initiative de Thérèse Claire, très importante, et qui laisse de l'espoir. Donc voilà, c'est des choses qu'en fait, quand on baigne dans l'actualité féministe, on connaît et qui peuvent sembler clichés. Là, il faut se rappeler que Chloé Delhomme, en fait, elle ne baigne pas de la même façon, d'un point de vue générationnel, qu'une femme de mon âge ou qu'une femme plus jeune dans ce féminisme-là. Et en fait, c'est très différent. C'est très différent selon nos âges actuellement par rapport aux événements récents. Je pense à MeToo ou même à la création du hashtag du harcèlement de rue. Je vous rappelle que le harcèlement de rue, c'est un hashtag qui est né d'un reportage de Sophie Peter, je crois, sur la RTBF, hein, la télé belge, où en fait c'est une caméra cachée dans la rue. Ça date de 2012. À l'époque où... et c'est sorti, ça a été relayé en France par mademoiselle.com dans l'été. Et en fait, moi je me rappelle quand j'ai lu l'article, et en regardant les premières images, mais d'abord en lisant l'article, je crois que c'était Sophie Rich qui avait rédigé ça, sur le harcèlement de rue, et de dire ça y est, en fait, ça a un nom, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que ça n'avait pas de nom. Ça n'avait pas de nom et ça arrivait tout le temps. Et j'ai appelé mon père, parce que mon père, en fait, depuis des mois, me disait « Mais sors avec une caméra. Sors avec une caméra cachée, filme-toi, c'est pas possible. Je savais pas que ça existait, il faut qu'on sache que ça existe. » Et donc, je ne l'ai pas fait. Mais moi, enfin, c'était une époque de ma vie, alors pour plein de raisons un peu compliquées, mais où j'étais suivie jusque devant chez moi, où je me suis réfugiée dans des magasins pour qu'on arrête de me suivre, où je me rappelle de ce type qui m'a suivie et qui, devant les flics de l'hôtel de ville de Bordeaux, m'a expliqué comment il voulait me torturer. C'est une époque où j'ai commencé à avoir peur de sortir de chez moi, tellement j'étais suivie. Et voilà, il suivit, tripoté dans les transports, etc. Donc il y a des choses, bon je le suis moi, mais ça c'est parce que je vieillis, et parce que je réagis très très violemment au harcèlement de rue. En affichant, on va faire un petit cours, je l'ai fait à un de mes groupes de seconde. Vous monsieur, alors moi même les regards maintenant, je laisse plus rien passer. Un regard appuyé, je lance mon regard qui tue. Mon regard de prof, hein, mais encore pire. 9 fois sur 10, on arrête de me regarder. Même une fois, je n'ai pas fait exprès de lancer ce regard-là, et un mec s'est excusé dans le métro. Donc il y a quelque chose qui change aussi. Mais le fait d'en entendre parler permet aussi de se dire, c'est légitime de me mettre en colère. Et quand je tombe sur des types qui, à quelle que soit l'heure, même à 6h du mat, il y a vraiment des tordus, sont contents en fait, et jouissent du fait que je sois pas contente, bah je les affiche. Vous, monsieur, mais monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? Mais monsieur, ça me paraît vraiment pas normal de scruter et de fixer les jeunes femmes dans le métro. Oui, parce que quand je dis ça, ou les femmes dans le métro. Monsieur, vous cherchez quoi en mettant une femme mal à l'aise dans le métro? Ou dans le bus, hein, je l'ai adapté à Bordeaux, ça aussi. Mais monsieur, c'est vraiment pas normal, hein. Mais monsieur, personne vous a jamais appris qu'il fallait être poli dans la vie? Vous me mettez mal à l'aise, monsieur. Oui, vous, là, le monsieur avec la parka, le machin, etc. Évidemment, j'adapte. Et je fixe. En pointant du doigt. C'est marrant, il n'y en a pas un qui m'a cassé la gueule. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent à l'arrêt suivant. Ou là, ils me font « Oh, pétasse, c'est pas vrai !» Et c'est fini. Mais sauf que la dernière fois que j'ai fait ça dans un bus de nuit à Bordeaux blindé, c'est marrant. Silence complet dans le bus, tout le monde qui le regardait, un groupe de jeunes qui disait « C'est marrant, elle a changé l'ambiance. » Ouais, elle a changé l'ambiance, quoi. Parce que moi, ça faisait 10 minutes que ce mec, il me fixait, que j'en avais ras-le-bol et que je voulais être tranquille. Et que moi, je descends au milieu des vignes quand je descends à Bordeaux. Et qu'en plus, la ville, la municipalité a décidé qu'on n'aurait pas d'éclairage la nuit. Parce que c'est écologique qu'on puisse rentrer dans le noir complet au milieu des vignes. Vous êtes vraiment des abrutis, les mecs, hein. Donc là, moi, il y a un moment, non, il est hors de question que ce mec, il me suive en descendant du métro parce que je sais pas qu'elle arrive à s'arrêter et que je suis seule à m'arrêter à mon arrêt à chaque fois. Donc je l'affiche dans le bus. Comme ça, au moins, on l'empêchera de descendre, cet abruti.
Et j'ai pu faire ça dans la 4 à 6h du mat alors que j'allais bosser à l'IUT. Et c'est marrant, le mec il est descendu à l'arrêt d'après. Ça marche. Mais il faut imaginer ce monde où, voilà, je fais partie de cette dernière génération de femmes qui a grandi en se faisant tripoter dans le bus, en étant agressée dans la rue, en ayant peur de se prendre des coups, et à qui on expliquait que si elle se mettait en colère, elle allait se prendre des coups. Et que je veux dire, je suis rentrée chez moi combien de fois en pleurant de peur. Et une fois ici à Gennevilliers, en rentrant en courant, parce que, et là par contre j'ai pas pu faire la maligne parce que le mec était vraiment trop dangereux. Parce que j'étais persuadée qu'un mec allait me planter. Parce que ce type, c'était clair qu'il essayait de chercher à tuer une femme ou au moins à frapper une femme ce soir-là. Parce qu'ils existent ces mecs-là, même s'ils sont rares. Mais nous, quand on est dans le métro, on sait pas si le mec il nous fixe. Il nous fixe juste parce que ça le fait jouir de mettre mal à l'aise une femme, ou s'il a vraiment envie de planter. Mais en fait, on le sent très vite. Et là, d'ailleurs, c'était tellement flagrant que c'est les mecs qui exfiltraient les nanas pour les empêcher d'entrer en contact. C'était évident que ce mec voulait frapper. Et là, moi, j'étais harcelée à 90% par des blancs. Hein. On peut lâcher le racisme sur ce coup-là. Si on veut être désagréable et catégorisé, on va parler de masculinité, on parlera pas de race. Hein. Donc voilà, moi je viens du monde où, pour la première fois dans la rue, où j'ai été victime de harcèlement de rue, je sais plus lequel est venu en premier. Une fois, je me promenais avec ma mère en plein jour, rue Sainte-Catherine, la grande rue passante de Bordeaux, et un mec a essayé de me tirer par le bras en me demandant mon prénom de l'autre côté. Et ma mère m'a tiré de l'autre côté, j'avais 13 ans. Et à peu près au même âge, ou 14 ans, un autre a essayé de m'embarquer dans sa bagnole, toujours au milieu des villes où il n'y a personne. Hein. Ah, puis non, voilà, je me suis reculée, il n'y a pas eu de violence. Parce que j'ai bien compris que ce mec... Enfin... Pourquoi ce mec il s'arrête pour me prendre dans sa bagnole? Taxi bénévole, gars? J'y crois franchement. Non, j'y crois pas. Mais le truc, c'est que ça, c'est des choses qui se sont passées dans les années 2000. Dans les années... encore dans les années 2010. Parce que entre le moment où on a parlé de harcèlement de rue et où on a entendu pendant des années le « Ah là là, vous exagérez, oh là là, mais c'est parce que t'es mignonne, de quoi tu te plains ?» De quoi je me plains? Mais vivez-le, vivez-le, le harcèlement de rue et le reste du harcèlement, vivez-le, si vous voulez savoir de quoi on se plaint. Parce que moi je me plains, et je vais continuer en fait à exposer tout le monde. Et Chloé Delhomme, elle arrive de la génération d'avant. Mais les nanas qui sont nées 5 ans après, elles ont grandi avec harcèlement de rue dans les médias. Et avec déjà une dénonciation du truc. Et ça change tout. Je viens d'une époque où j'ai entendu en cours un de mes enseignants dire que dans Tess d'Auberville de Thomas Hardy, Tess n'était pas violée parce qu'elle dormait. Et que c'était absolument hallucinant de dire l'inverse. Et personne n'a moufté. Et mes camarades n'étaient pas choqués, et moi j'étais choquée. J'ai regardé tout le monde. Et il m'a regardé pour me dire à quel point ça serait choquant de parler d'un viol. On était en 2011. On vient de ce monde-là. Donc, moi, voilà, j'ai le cul entre deux chaises sur ça parce que j'ai vraiment été façonnée et j'ai grandi dans un monde qui m'expliquait que c'était normal d'être violée. Disons les choses comme elles sont. Donc, quand Chloé Delhomme met en scène une romance qui finit par non pas par la solitude du personnage principal d'Adélaïde, mais par la sororité et la création d'un groupe qui ne soit pas un couple, c'est vraiment important. C'est vraiment important, même si la génération qui suit parle de polyamour, de sororité, etc., de façon beaucoup plus large. Mais c'est vraiment quelque chose d'absolument super important et qui se passe, et ça il faut quand même le souligner aussi, dans le monde du travail. De l'édition, alors avec un côté un peu bouffon, mais qui je pense est assez proche de ce qui est être dans l'édition à pas mal de niveaux, qui parle du petit logement, qui parle de la vie chère quand on est une femme seule assistante d'édition, qui parle du harcèlement au boulot, et là, pas forcément sexuel, de la pression sur l'entreprise ou ce genre de choses. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose... Les noms sont marrants, il y a des clés, si on les a pas, c'est marrant quand même. Plein de romans différents qui changent beaucoup de... Tiens, voilà. Et elle cite le SCOM souvent, d'ailleurs. Là, je retombe dessus.
Le site, là, je suis par exemple page 97. Est-ce que je vais avoir... Ça, c'est vraiment un passage important. Février fait givrer les vitres autant que son âme. Adélaïde se dit le temps est comme figé. Chaque journée se ressemble avec elle dorénavant son lot d'humiliation. Chaloir, donc ça c'est un des personnages, Charles Chaloir, exige des couvertures de presse en forme de robe couleur de lune, compare dans chaque journal, sur chaque chaîne, dans chaque magazine la place des autres maisons. Il dit annoncer la couleur, parle de réduction du personnel, utilise le terme d'incompétence. Adélaïde parfois pense départ, démission, puis aussitôt loyer, charge, seul au monde. Et là, je pense qu'on comprend vraiment un truc qui est aussi tout le volet matériel qui se heurte à la romance, à la volonté de romance et à ce besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, bon, son amour pour son chat, ce genre de choses, enfin, et pas mal de choses sont comme ça. Et c'est assez amusant, mais c'est aussi assez cruel. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier cette espèce de cruauté dans la façon... Bon là, on voit qu'est-ce qui est dit, que c'est une satire... ouais, il y a quelque chose de satirique et de grand guignolesque, et ça marche bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé le cœur synthétique pour ça. Les fins alternatives, elles sont importantes, parce qu'elles permettent de recentrer le cœur, peut-être synthétique, ailleurs que dans ce qui fait normalement le dénouement d'une romance, le happy end, ils se marient, ils eurent beaucoup d'enfants, ce genre de choses. Mais dans une façon de se trouver, quoi qu'il arrive. Et en fait, le happy end, ce n'est pas l'événement, c'est qu'en fait, bon, je n'ai pas envie de dire son histoire d'amour, c'est elle, mais dans le fait d'avoir résolu cette question amoureuse autrement. Et ça, c'est vraiment un truc important. Donc j'ai vraiment, vraiment bien aimé... En fait, je l'aime encore plus en y pensant peut-être qu'en l'ayant lu. Et ouais, il y a plein de passages qui sont... Enfin, des phrases. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va s'y retrouver dans Catherine Dufour, mais qui fonctionne vraiment bien. Alors voilà, là, je suis pas sur 551 du poche. Hein. Sans cette sororité, elle sait qu'elle serait en miettes étalée sur le parquet. Son égo éclatait en tout petits morceaux, des fragments de narcisse aux angles tellement tranchants qu'elle se couperait les doigts, ne pourrait les ramasser. Bérangère, Hermeline, Judith et Clotilde forment un cercle tout autour d'elle, comme une armure, un bouclier, un dôme qui enceint sa psyché. Son esprit a beau imploser, ses pensées se disperser, sa raison à se protéger, même si elle flotte en particules. Et voilà, et il y a comme ça pas mal de choses qui se font par touche, souvent cruelles. Au niveau de l'humour, on passe de moments caustiques et de moments où j'ai l'impression que Chloé Delhomme s'excuse d'exister, mais ce n'est pas l'ensemble non plus du bouquin. Et je pense que c'est un moment important, et je pense que c'est quand même un livre féministe, mais qu'il faut reconsidérer aussi avec ces questions... je sais pas, j'ai pas envie de ramener ça à l'âge de Chloé Delhomme, quoi. Mais on peut avoir une indulgence, et on n'est pas, voilà, dans le roman qui est le pur produit du féminisme actuel, et c'est très bien. Entend la nuit, j'allais dire l'immortalité, parce que, alors, je suis très malheureuse, 2020, on est dans du récent, 2020, 8,20 € chez le livre de poche, on voit que je l'ai bien lu, je me suis endormie dessus, je l'ai trimballé dans le sac et tout. Je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Prix Masterton 2019, j'espère que je le prononce correctement. C'était sorti ailleurs avant, je sais plus. Oui, ça n'a pas dû sortir en poche. La Talente 2018, et c'est la première édition en poche. Alors, Catherine Dufour, j'avais commencé Le goût de l'immortalité et j'ai été très malheureuse, je l'évoquais dans ma vidéo où je fais des livres en lice, mais où j'ai parlé des livres que je n'ai pas lus ça a 1 an à peu près. Parce que je ne l'ai jamais fini et il y a quelque chose qui n'a pas marché pour moi avec ce bouquin. Le moment était probablement pas bon, mais enfin j'ai laissé tomber parce que la vie elle est courte. Donc on va pas s'embêter avec des livres quand on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, c'est que c'est pas le moment, et peut-être que le bon moment n'arrivera jamais. Mais vu comment ma copine Aurélie ou comment j'entendais parler du goût de l'immortalité, j'étais vraiment triste et je voulais revenir à Catherine Dufour, que je suis sur Twitter, qui est quelqu'un que je trouve extrêmement sympathique, pareil, que j'aime beaucoup quand je l'entends passer en radio, dont je découvre aussi la participation au Monde Diplo, mais c'est fait que je ne lis pas beaucoup le Monde Diplo, enfin un peu comme ça quand ça passe, mais
j'étais pas trop tombée sur elle, enfin je l'avais pas repérée sur le monde Diplo. Je vais mettre le lien de son site. Là, je suis tombée sur En temps la nuit. Alors moi, en ce moment, je cherche du fantastique, je fais des fantômes, des trucs comme ça. Là, ça fait une petite année que je cherche des fantômes et je commence à les trouver. Et ça faisait partie de mon haul de chez Violet Co. Bon, je l'ai attaqué assez vite. Hein, dans la pile, on n'est pas dans ceux qui auront attendu. Je suis super contente. Je me suis éclatée. Je me suis éclatée. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Une romance pas con, loin de là. Et avec énormément de choses super intéressantes. Alors, moi j'ai besoin de romance parce que j'ai besoin de rêver et que je suis dans ce stade où je veux dire, la mort de mon père me rend bien plus cruelle la banalité de la médiocrité masculine, pour le dire en gros, et je dirais plus globalement la fadeur du monde et de pas mal de gens. Et là, j'inclus des femmes. Mais il y a eu un moment, là, il y a quelques semaines, où je sais que ça vient de la mort de mon père, hein, mais où je me suis sentie vraiment triste et chagrine de voir les efforts que j'avais pu faire pour essayer de trouver des garçons intéressants alors que ils n'étaient même pas mon genre, quoi. Quelque chose de cet ordre-là, et qu'il manquait cruellement d'envergure, et donc on ne pouvait même pas les faire marcher sur un pont de bateau, quoi. Bon, ce truc-là, il s'est résolu, c'est quelque chose qui a duré 1 ou 2 semaines, mais voilà, qui a été assez vif. Et de toute façon, j'ai trop de boulot pour me poser des questions sur la fadeur du monde. Voilà, je veux pas être vexante, hein. Il y a plein de gens que j'aime bien, hein. J'ai même beaucoup d'amis mecs, hein, mais voilà, il y a eu un truc un peu, voilà, il y a eu de la déception, il y a eu des choses décevantes et qui se sont traduites comme ça sur un putain, j'en ai plus rien à péter, quoi. Et en même temps, la romance, et puis en fait la façon dont on est éduqué, notre culture et probablement des choses plus profondes en nous, ne se résignait pas complètement. Alors bon, là, moi, en ce moment c'est clair que je vais pas draguer, hein, mais j'avais besoin de romance, une envie de romance. En temps la nuit, ça fonctionne super bien. Alors, j'ai vu et je viens de lire une chronique que Catherine Dufour a faite à partir de Twilight et Fifty Shades of Grey, qui sont les 2 dernières romances contemporaines à très grand succès, 100 millions d'exemplaires chacune des films et tout ça. Moi, je lis pas ce genre de truc. Je devrais peut-être, hein, mais alors vraiment, les synopsis me branchent pas. Mais c'est... ouais, c'était un peu intéressant comme papier. Il y avait un lien sur son site, j'ai retrouvé le lien sur son site. De toute façon, je vais coller ça quelque part. En temps la nuit m'a vraiment plu parce que c'est une vraie romance. Alors, on a tous les ingrédients de la romance. C'est une jeune femme, elle s'appelle Myriam. On n'a pas son nom tout de suite, ça m'a bien plu aussi. C'est écrit à la première personne, ça m'a fait du bien. Parce que ça évite aussi, on ne sait pas à quoi Myriam ressemble. Et ça fait du bien. Elle a l'air d'être plutôt jolie parce que les gens ils tombent amoureux d'elle, mais enfin, elle se la pète pas non plus à ce niveau-là. On n'a pas la fameuse description super cliché de je me regarde dans le miroir et oh là là, qu'est-ce que je suis bonasse. Enfin, je suis évidemment caricaturale, mais cette espèce de mise en scène d'un male gaze internalisé, c'est cliché. Et en fait, je le disais tout à l'heure à mon ami Thomas, qui est venu en vidéo la semaine dernière, merci encore Thomas, n'hésitez pas à aller voir ça, on parle jeux vidéo et philosophie. Mais en fait, ouais, il y a un truc où à un moment, quand je sens vraiment que le texte ne s'adresse pas à moi, et qu'il me force à être quelqu'un dont on parle et pas quelqu'un à qui on parle, je fais plus l'effort, j'ai plus envie. Je vais dire, on me parle pas, je lis pas. Je regarde pas, je fais... Alors, s'il y a autre chose qui me parle, ça va fonctionner. Je n'arrive pas à ne pas aimer Picasso, malgré l'extrême misogynie de Picasso. Je sais pas comment on peut être plus toxique et plus violent que Picasso. Mais voilà, il y a quand même un truc qui fonctionne. Mais enfin, j'arrive pas à voir les séries sur Doramar, je crois. Je peux pas. Ça... En fait, je peux pas, c'est pas quelque chose, c'est pas un jugement moral que je m'impose de l'extérieur. C'est une souffrance que je ressens. C'est une souffrance que je ressens par une empathie qui est pas celle qui est prévue. Parce que c'est pas à moi que ça s'adresse. Pas de cette façon-là. Donc c'est pas une question d'honneur ou de dignité. Ça peut jouer ces questions-là dans est-ce qu'on va voir Quentin en concert ou pas.
Non, moi ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte, c'est un truc, c'est instinctif. Je ne peux pas aller voir Quentin en concert. Et et c'est pas venu tout de suite, j'en avais parlé sur mon Facebook privé ou ce genre de choses, mais ça me dégoûte, voilà. Voilà. Et il y a aussi après ça me dégoûte, et puis bah, ça m'intéresse pas, ça me gonfle. Si j'ai pas réussi à lire Le goût de l'immortalité qui s'adressait quand même plutôt à moi, parce que ça suffit pas non plus, hein, je vais pas me forcer à lire des bouquins qui s'adressent pas à moi, puis en général ça fait pas de la bonne littérature. Mais ça je pense qu'on en reparlera quand je me remettrai à Kundera. Ah, l'insoutenable légèreté de l'être. Donc, dans Entend la nuit, voilà, Myriam, elle débarque d'Amsterdam, sa mère vient la chercher, gare du Nord. Ouais, c'est ça, gare du Nord. Et pour démarrer un taf, un boulot pas fantastique ni fantastiquement payé, dans une grande tour à la Défense, la tour Z de Swindon-Dorton, je crois. Et, euh, et là, voilà, dans des conditions de travail assez épouvantables, et c'est important les conditions matérielles comme pour le cœur synthétique, l'air de rien, il faudrait pas que la misère elle soit juste le décorum pour la bergère, quoi. C'est aussi quelque chose qui nous parle du travail. Catherine Dufour est quand même quelqu'un de très engagé et que je vais explorer davantage. J'ai envie de lire Le bal des absents, là. Mais bon, j'en ai des piles de trucs à lire. Et aussi des hommes. Mais voilà, et là, en ce moment, je lis Don Dog de Volodine à toute vitesse pour un boulot. Alors ça, qu'est-ce que c'est bien. Volodine, explosion de tête à chaque fois, quoi. Il y en a qui passent mieux que d'autres avec Volodine, mais vraiment, Don Dog, là, je suis explosée de fatigue et voilà. J'en parlerai probablement en vidéo à un moment. Ouais, et puis, bon, ben voilà, boulot nul, manager nul, mais en même temps ça paye, on comprend que la mère de Myriam est fauchée, mais Myriam aussi, et qu'il faut vraiment, vraiment rétablir la situation très très vite. Et, euh, et donc, voilà, et donc elle va au boulot, quoi. Et elle a mal aux pieds parce qu'elle doit mettre des chaussures neuves, elle est à moitié déguisée, c'est sa mère qui lui dit non, non, mais il faut quand même s'habiller, enfin, ouais, contrainte et forcée, quoi. Et donc voilà, elle a staff, quoi. Et là, il se passe des choses. Ah, il pue son bureau, c'est tout humide et tout, ah, puis il fait froid, et puis elle commence à l'aménager. Et puis, ils ont un système de messagerie visio interne dans l'entreprise, et puis, ben, elle voit un homme très beau, comme ça, qui la regarde souvent, et qui commence à interagir avec elle. Et puis bah, elle en tombe amoureuse et c'est un des grands big boss, quoi. Donc asymétrie complète, il est incroyablement beau. Comment il s'appelle déjà? J'ai déjà oublié son nom parce que moi les Vance, je sais plus. Non mais moi les noms, j'ai du mal à retenir le nom de mes élèves, alors les noms des personnages. Je leur dis l'inverse aux élèves qui sont pas des personnages. Voilà, et elle se retrouve, voilà, comme ça, à lancer un truc, mais alors qui est une romance absolue. Alors, je vais divulgacher ce qui se passe à peu près vers la moitié. Donc, il se passe des choses de plus en plus bizarres. La fout tombe, il la sauve en Vane. Voilà, pas Vance, Vane, je vais rajouter un C. Il la sauve, il est incroyablement beau, il lui parle de plus en plus, puis il lui parle plus, puis il lui reparle. Donc, on est alors là vraiment dans toutes ces étapes de romance, des comédies romantiques débiles. Ça marche hyper bien parce que, bah, moi, j'ai pas eu de mal à m'identifier à elle parce qu'on a l'air d'avoir le même âge, même si elle pourra avoir 25 ans ou 45, on sait pas trop. Euh, Son travail la fait chier, mais elle le fait quand même. Non, mon travail me fait moins chier, mais je me ferai chier dans ce travail-là. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent bien. Le fait qu'elle soit pas décrite, pour le coup, permet vraiment une espèce de projection beaucoup plus facile, une empathie beaucoup plus chouette, et elle est très caustique. Après elle va pas forcément le dire parce qu'elle peut pas, des fois elle le dit, donc c'est quelqu'un qui voudrait être fort en gueule mais qui arrive pas forcément, et il y a des punchlines. Et ces punchlines, alors il y a eu des moments où je me suis dit ouais, ça c'est comme chez Delhomme et chez d'autres, hein. C'est un truc que j'avais aussi qui m'avait aussi agacé chez Zeniter. Ça me donnait l'impression d'un humour qui s'excusait, qui se prenait pas au sérieux. Alors, de Zénitheur, je n'ai lu que Je suis une fille qui n'a pas sans histoire. Le titre est génial, le livre est
ouais. Le livre est très bien pour découvrir la littérature critique. Je trouve qu'il manque quand même d'ambition, quoi, ce bouquin. Mais voilà. Mais il y a aussi voilà, des punchlines qui sont des bonnes punchlines qui permettent aussi de mettre cette espèce de romance à distance. Et cette distance, elle va se creuser, notamment en fait quand Vane apparaît de plus en plus et qu'elle commence à comprendre que Vane est, attention, divulgachage, un lémur. Un lémur, c'est un fantôme qui va vivre dans les murs. Et ça va amener des métaphores ultra belles. Alors moi, je suis édition poche, mais j'ai vu que dans l'édition brochée, il y a vraiment une couverture qui est splendide, allez la voir. Il y a vraiment En fait, ça permet aussi... Dufour dit que c'est de la fantaisie urbaine, parce qu'on va avoir des créatures qui viennent de la fantaisie, mais... c'est un roman sur la ville. Et ça, j'ai adoré. Et ça va amener des espèces d'exploration ou de choses qui semblent des métaphores, mais qui ne le sont pas, puisqu'on est dans ce grand domaine qui est le fantastique, donc c'est le domaine où les métaphores prennent vie. Du corps, elles deviennent concrètes dans le fantastique. Et donc, les éléments, en fait, il va habiter les éléments. Alors, c'est un roman de pierre et de chair, en gros, ce genre de choses. Alors après, on apprend que c'est un lémur, et puis c'est bien un big boss, parce que les lémurs, comme ce sont les fantômes urbains, les fantômes de la ville, ils ont un bon sens de l'immobilier, donc ils ont pu monter une holding et gagner plein de thunes, et donc ça va aussi parler de ces éléments-là. Et il y a une dimension, j'ai pas envie de dire sociale, c'est pas du Ken Loach, mais engagé, et on n'est pas dans un roman à thèse non plus, c'est un arrière-plan, mais ça fait que c'est un roman qui a de la consistance, quoi, vraiment. Et donc, assez compliqué de faire l'amour avec quelqu'un qui a du mal à retrouver un corps pour ce genre de choses, enfin voilà. Et tout ça amène donc de très beaux passages érotiques que j'ai vraiment trouvé très bien, mais aussi donc voilà, ces espèces de descriptions de parcours urbains, donc soit avec Vane incarné et donc Myriam, soit Vane décrivant ce que signifie être un lémur. Ça, c'est vraiment des passages qui sont splendides. D'autres moments, alors je parlais de l'humour comme pour s'excuser, mais il y a du sublime comme aussi chez Delhomme, des espèces, des moments, hop, au milieu d'une phrase, une tournure sublime. Voilà, là, avec un truc lyrique, et paf, ça continue. Ça crée des dissonances, en fait, ce grand lyrisme, et ça raccroche aussi à quelque chose qui est de l'ordre du premier degré, du sérieux, enfin. Et voilà, il ne s'agit pas de se mettre à croire aux lémurs, enfin moi j'ai pas très envie, quoi, parce que concrètement, les Kouachi ont vécu dans mon immeuble et sont partis de ma rue pour Charlie Hebdo, j'ai pas du tout envie de croire aux lémurs, vous voyez. Même si a priori il serait plutôt vers Charlie que chez moi, enfin pas Charlie, mais vers l'imprimerie, j'ai pas envie, quoi. Enfin voilà, on n'a pas tous les lémurs qu'on voudrait, quoi. Mais ça va fonctionner super bien. Il y a des surprises, là je divulgage pas parce qu'en plus, voilà, j'ai pas trop compris la fin. Mais on va être donc dans le cœur synthétique comme dans Temps la nuit, donc sur des romances qui n'en sont pas. Parce que donc asymétrie maximale, mais enfin, en même temps, alors, donc avec tous ces clichés de il est très beau, très mystérieux, etc. Ouais, mais en fait c'est un fantôme. C'est pour ça. Donc en fait, au moment où il devrait prendre plus de chair, il en a moins. Non, ça amène... voilà, et puis elle se retrouve à complexer par rapport à des femmes lémures. Puis après, elle se dit, mais en fait, ce sont nos corps qui nous piquent. Parce qu'en fait, ils font les cimetières pour récupérer des corps. Et réussir à s'incarner. Enfin, beaucoup de choses comme ça que j'ai trouvé vraiment... très, très belles. Des passages ultra chouettes sur les odeurs, la présence fantomatique, la présence spectrale, enfin... Et en même temps, il y a sa mère qui est marrante, il y a une histoire, vraiment, des enjeux dans l'histoire. Bon, voilà. Alors, là, maintenant, je trouve ça plus anecdotique. Et puis, c'est anecdotique de le raconter parce qu'en fait, on s'y accroche. Et ça marche pas mal, quoi. Voilà. Et bon, voilà, Myriam a besoin d'un CDI. Elle en CDD. Enfin, bon, tout ça est quand même quelque chose d'extrêmement
Chouette, hein. Et avec... voilà. Et puis toutes ces étapes de romance de je veux pas être amoureuse, je sens que ça pue et j'y vais quand même, dans qu'on peut globalement appeler une relation super toxique, enfin. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose qui est très parodique de Fifty Shades of Grey, sauf que bah, c'est pas le même personnage, hein, le personnage central. Là, on a un personnage qui a vraiment une présence et donc ça marche hyper bien. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, j'essaie de retrouver un des passages qui m'a beaucoup plu. Et alors, ouais, voilà, ça, je l'ai vu, je crois, sur Babelio ou sur autre chose. C'est un très beau roman pour parler de Paris. Et dans Paris, avec une superposition temporelle avec les strates de Paris, puisque donc bah, les fantômes, voilà, ils ont des dates de mort qui ramènent à loin en arrière, quoi. Et je donne pas plus de détails. Voilà. Bah, je suis sur une scène érotique, page 138-139, mais c'est pas ça que j'avais plus envie de lire. C'est vraiment un truc qui, je trouve, a bien fonctionné, et il y a des moments qui sont même éprouvants, enfin... elle en chie, hein, Myriam, hein, à plein de niveaux, de plein de façons, et c'est vraiment, là aussi, avec des passages qui peuvent être aussi très, très, très chouettes, quoi. Il y a un peu de Twilight aussi là-dedans, visiblement. Moi, c'est pas des bouquins que j'ai pu lire, hein, mais ça... Alors voilà, c'est-à-dire que cette espèce d'humour donc, qui m'a moins marqué dans ce roman de Catherine Dufour que dans celui de Chloé Delhomme, bah, en même temps, il donne une voix, il donne une présence au personnage. Et c'est peut-être en fait ce type de présence, en fait, de personnalité en réalité, qui parfois peut m'agacer en me disant mais enfin, vas-y, bouge-toi, quoi. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de doux, hein. Donc ça peut jouer, mais ça a été moins présent pour le livre de Catherine Dufour. Oh, j'aurais dû noter ces beaux passages, j'ai vraiment été nulle, hein. Peut-être un passage. Alors, le tout début était pas. Voilà, enfin, c'était pas explosif, hein, mais beaucoup, beaucoup de choses étaient vraiment très. Enfin, je l'ai vraiment lu vite, hein. Je le lisais dans le métro et dans le RER alors que je suis crevée, donc c'est bon signe. Ouais. Ah, peut-être quelque chose par là. Je pensais à plusieurs passages différents, mais comme j'en ai noté aucun, c'est pas très utile. Mais il y a une espèce de vide-boîte, un peu moqué, mais qui est là quand même. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça important, quoi. J'ai trouvé ça important Ouais, mais sauf que je n'ai jamais retrouvé les passages que je veux, quoi. Bon, ça va donner une... Bon, voilà, ça va être un passage érotique, hein. Bouchez-vous les oreilles si vous êtes mal à l'aise. Je suis page 98, 99. Tiens, pourquoi il n'y a pas de numéro là, 99? Putain, la page 99, le numéro a sauté, c'est rigolo. Une fois ma toilette terminée, j'éteins les lumières et je me couche dans mon nouveau lit. À travers les rideaux, une faible lueur monte du boulevard et souligne les ombres. Je tire le couvre-lit jusqu'à mon nez, ferme les yeux et écoute. Un craquement de bois, le vent dans la cheminée du salon, le son étouffé d'un moteur de voiture. Le matelas est très confortable. Les draps sont lourds et doux à la fois. J'inspire à fond, lentement. La chemise s'est relevée au-dessus de mon nombril et un petit pli de lin caresse mon ventre
au rythme de ma respiration. Je souris dans le noir en pensant que tout ce qui m'entoure, et même tout ce qui me touche, appartient à un homme que je n'ai jamais vu et que je ne verrai jamais. Je rabats la chemise, me tourne sur le côté et m'endors. La pesanteur des draps se diffuse dans mes rêves. Et ce n'est pas une oppression, plutôt une sensation océanique, le poids fluctuant de l'océan couché sur une plage. Je me réveille au milieu de la nuit comme une noyée jetée sur le rivage, bouche ouverte, cherchant l'air à travers plusieurs épaisseurs de lin. Mes bras et mes jambes, échoués en tous sens, sont entortillés dans le tissu et mes mains sont entravées par ma propre chevelure. Je me dégage d'un sursaut, aspire l'air frais et touche au-dessous de mon sein gauche, là où mon cœur bat à grands coups, ma peau mouillée de sueur. J'ai l'impression qu'une vague m'a roulé sous elle, qu'elle vient juste de se retirer et qu'elle n'attend que le sommeil pour revenir. J'écoute mon souffle se calmer, je sens mes bras dériver loin de moi et la marée déferle. Au matin, je suis en nage et complètement dépouillée. Il fait trop chaud dans cet appartement. Le jour est déjà levé, je m'assois au bord du lit et je me rhabille, je regarde l'heure. Aïe, j'ai rendez-vous avec ma mère et je suis puissamment en retard. Il faudrait que je saute sur mes pieds, mais j'en suis incapable. En esprit, je suis toujours là-bas, dans des jardins enchantés, très loin de l'autre côté de la mer. Au moment de sortir, alors que je titube vers la porte en bâillant, j'entends un fracas dans mon dos. Je me retourne, mon sac vient de tomber du secrétaire et de se répandre sur le tapis. Mon sac. J'allais partir sans mon sac. Heureusement que la gravité l'a rappelé à mon bon souvenir. Ou alors c'est que cet appartement est... La porte claque violemment derrière moi et c'est la fin du chapitre 17. On passe ensuite au 18. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Des moments qui vont être... Là, c'est un moment qui est assez doux, et puis on aura... là, on est à un moment d'interrogation de Myriam, ça va venir à plusieurs reprises. Mais une espèce de douceur érotique que je trouve vraiment fine. Alors la toute fin, honnêtement, j'ai du mal à la comprendre. J'ai vu sur internet que j'étais pas la seule. Mais elle m'allait, mais puis la toute fin, elle est vraiment courte. Et on a donc sur les moments de... Ouais, alors là, ce problème, c'est que je vais trop spoiler là si je lis ça. Ça, de rien, ça se voit pas, mais je fais un peu gaffe. Mais ouais, donc, y a plein de personnages, bon, on s'y retrouve, enfin... Non, c'est... Mais y a des moments où c'est pas non plus... Enfin, c'est pas du tout doux, quoi. Page 350, par exemple. L'odeur est ignoble. Je m'éloigne en crabe, toussant dans mes mains brûlées, sans réussir à détacher les yeux de ce feu graisseux qui crépite, qui fume, qui bouge encore. La lumière s'éteint. Le silence revient, le noir envahit tout. Je crache par terre. Je m'essuie le nez, la bouche. J'ai des cloques le long des doigts. Assez. J'en ai assez. Mais le pire est à venir car j'entends quelque chose ramper à mes pieds. Et de choses, ici, il n'y en a qu'une. Je recule devant le raclement qui se traîne vers moi. Cours! Quelque chose me touche le mollet. J'essaie de fuir, mais je n'ai plus rien dans les jambes. Je sens quelque chose le long de ma cheville. Je me propulse contre l'autre paroi. Par pitié, par pitié, par pitié! Mon front cogne la pierre des vers luisants d'étale devant mes yeux. Je retrouve brusquement des muscles et cette fois les bras tendus en avant. Je cours. Je n'entends plus rien derrière moi. Je n'entends plus rien du tout. Je n'ai plus d'oreille, ni d'yeux, ni avant, ni arrière, ni épaisseur. Je n'ai plus qu'une jambe, la droite. Et j'ai l'impression qu'à chaque pas, des morceaux d'eau tranchent les nerfs au niveau du genou. J'avance toujours. Je tombe dans des trous, je me relève. Je vomis une fois, rien. Je pisse une fois. Ma langue est énorme, aussi gonflée que ma lèvre. J'ai soif à en mourir. Et je ne suis toujours pas morte. Votre fin sera tout, sauf rapide. Non, mais c'est bon. Soudain, le silence résonne autrement. Le couloir a dû s'élargir. Je m'arrête. Ça sonne creux sous ma semelle. Je tâtonne. Un os. Une tête de fémur. Je la jette. Je n'ai pas encore faim à ce point-là. Mais au point d'y avoir pensé, si. Je m'assois dos à la paroi, sans plier la jambe droite. Le froid quitte mes mains et mes pieds. Je cale une pierre sous mon genou. Le sol est sec et sableux. Tout un côté de ma figure est engourdi. J'écoute les sons du silence. Mes doigts me font atrocement souffrir. Je ferme mes paupières, je les rouvre. Aucune différence. Je ne tremble plus. Tu gèles. J'ai très mal au sein gauche.
Une lueur. Il revient. Il faut que je me mette debout, mais ça ne répond plus. Ça répondra quand il te pilera la face à coups de talon. Ta gueule! Je regarde la lumière sur la pierre, douce comme une source, un palan qui approche, qui s'arrête. Il est outrageant de voir les anges désespérés. Kite, et puis après, ça continue. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir vraiment? Alors ça, on est sur un moment, évidemment, d'épreuve. Comment on en est là, qu'est-ce qui arrive, etc. C'est dur à dire. Globalement, c'est un roman qui va toujours se concentrer donc, sur les sensations du personnage. Ça va, donc le personnage décrit comme ça au présent, et ça marche hyper bien. Ultra bien. Et ça fait qu'on va vraiment être dans la tension dramatique, le suspens, l'attente, c'est haletant, enfin, ça fonctionne de ouf. Alors moi j'ai marché, j'ai couru avec elle, hein, là, dans les galeries. Donc ça permet quelque chose comme ça de mimétique, mais c'est mimétique dans un monde qui n'existe pas, hein, on est en pleine fiction. La romance, ça va vraiment marcher, parce que ça va fonctionner sur des codes, mais en même temps on joue avec ces codes, et on a une ironie du personnage lui-même, d'elle-même, par rapport à ces codes. Et ça, c'est vraiment un truc qui marchait bien, alors parce que ça, on l'avait un petit peu dans Bye Bye Blondie, mais franchement pas beaucoup, on l'a dans Le Cœur Synthétique. Et ça marche aussi super bien. Et là aussi, le dénouement, alors à toute fin, je ne l'ai pas comprise, mais juste avant, un peu mieux, mais je suis vraiment fatiguée en ce moment, ça a permis de... en fait, c'est vraiment sur les dénouements aussi que va se jouer la possibilité de jouer du code, quoi, et non pas seulement des codes. Et là, on est vraiment sur des romans. Allez, je les remontre ensemble. Je n'avais pas du tout pensé les rapprocher, c'est donc un merci à Rosie Books, parce que donc, je viens de finir ça, j'ai repensé à ça, je me suis dit, oh, ça fait des chocs à pic. Mais ça m'a vraiment plu. 2 bouquins qui m'ont vraiment accroché dans des périodes de fatigue extrême, de désespérance morale, d'ennui politique et de fadeur du monde. Je vous dis à bientôt.